Monsieur le député, bonjour. Cela fait donc du coup 4 ans que vous êtes président de la Commission du développement régional au Parlement européen. Cette position est-elle importante pour les régions ultrapériphériques et les Outre-mer? D'abord, je vous rappelle que je suis le seul ultramarin à présider une commission parlementaire, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, et pour la première fois au Parlement européen. Et je ne suis pas étonné d'ailleurs que ce soit en Europe que cette possibilité soit ouverte pour quelqu'un venant des Outre-mer, parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas ce rapport colonial avec nous autres. Et on n'est pas confiné sur les questions exotiques. Oui, c'est extrêmement important, parce que les régions ultrapériphériques françaises restent toujours les régions les plus pauvres de l'Union européenne, et ce sont celles qui ont le plus à bénéficier de cette grande politique de solidarité qu'on voit inscrite dans l'ensemble de nos territoires, vu qu'il n'y a quasiment pas un seul investissement structurant à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin ou à Mayotte, qui ne soit avec les fonds. Donc c'est extrêmement important. Alors la Commission européenne a suspendu les fonds européens de la cohésion à Mayotte. Pour quelles raisons et où en est-on aujourd'hui? D'abord, je suis celui qui, au moment de la rupéisation de Mayotte, s'est battu pour que Mayotte bénéficie d'une enveloppe pleine de fonds structurels. Il faut se souvenir que ça n'avait pas été le cas au tout départ, puisqu'une enveloppe forfaitaire avait été attribuée à Mayotte. Mayotte a aujourd'hui une enveloppe pleine, mais elle a cette particularité, c'est l'État qui est autorité de gestion. En France, ce sont les régions. À Mayotte, c'est l'État. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'État n'est pas au maximum de la performance dans l'utilisation des fonds européens, avec un certain nombre d'erreurs, si ce n'est de fautes de gestion, qui ont conduit la Commission européenne à suspendre les paiements. C'est ce que la Commission européenne, d'ailleurs, avait confirmé auprès de moi en commission de développement régional. Donc il y a un chemin pour que l'État retrouve retrouve la bonne gestion nécessaire, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable européen, et on ne peut pas tolérer les dérives qui ont été pointées. Très bien. Dans votre discours au Conseil régional de La Réunion, vous aviez exprimé votre inquiétude face à la montée du nationalisme dans l'Union européenne. Pourquoi cet essor des partis nationalistes menace-t-il les politiques de solidarité envers nos territoires d'outre-mer? Je l'ai exprimé à La Réunion, comme je l'exprime partout en Europe dans mes déplacements. Le rebond du nationalisme est une affaire qui concerne le monde entier, et une affaire qui concerne aussi l'Union européenne, pour une série de raisons. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le rebond du nationalisme en Europe menace directement le projet européen et les politiques européennes. Parce que l'idée même de la politique régionale, c'est la solidarité entre les pays de l'Union. Il n'y a qu'en Europe où les pays se sont mis ensemble pour être solidaires et pour faire en sorte que d'un point à l'autre de l'Union, à l'ultrapériphérie, au nord, au sud, à l'ouest, on épouse les mêmes conditions de vie. Mais un nationaliste, il a une vision qui est totalement différente, puisqu'il considère que seul doit primer les intérêts de la nation et des citoyens de son État. Donc la solidarité, il n'en a que faire, et c'est pourquoi cette percée des nationalismes en Europe, à terme, menace évidemment les politiques régionales et les efforts de solidarité faits vis-à-vis des Outre-mer français, des régions ultrapériphériques portugaises et espagnoles. Très bien. Alors, au début de cette année, vous avez effectué un déplacement à La Réunion avec votre homologue européen bulgare, Andrei Novakov, rapporteur sur le règlement général des fonds de cohésion. Quel est le bilan justement que vous pouvez faire par rapport à ce déplacement, et quelles sont les actions, les initiatives qui découlent de ce déplacement? D'abord, j'ai été en Bulgarie. Et j'ai été en Bulgarie pour dire que je suis aux côtés des Bulgares dans les difficultés qu'ils rencontrent au jour le jour, dans leurs conditions de vie, pour pouvoir aller vers le développement et le meilleur développement. Et cette solidarité exprimée
a rencontré un écho assez incroyable en Bulgarie. C'était la première fois qu'un Réunionnais, président de commission, venait. J'ai fait une conférence de presse à Sofia et le député bulgare m'a immédiatement dit « Je viendrai chez toi » pour dire aussi combien nous sommes solidaires de vous. Et tout ce que nous obtenons ici en Europe pour la politique de cohésion s'obtient dans la solidarité avec dans la famille de la cohésion. Et c'est cette intersolidarité de combat qui permet d'obtenir des avancées. On n'obtient rien seul, il faut des soutiens. Les Français seuls, ici au Parlement européen, ne peuvent rien. Il faut construire des alliances. Là, avec la Bulgarie, nous partageons le fait que nous sommes avec les régions bulgares, les régions les plus pauvres d'Europe. Donc lui, comme moi, nous savons la valeur de cette politique. Et nous savons combien nous devons continuer à œuvrer ensemble et à faire des efforts pour garantir notre politique en avenir. Très bien. Plus récemment, la Commission européenne n'a pas accordé l'autorisation pour les aides d'État concernant le renouvellement de la flotte de pêche en Outre-mer en raison d'un manque d'informations fournies par la France. Quel est le manque à gagner pour les RUP et quelles solutions existe-t-il? Si j'ai le temps, il faut tout de même rappeler qu'il y a une interdiction générale à l'échelle de l'Union pour la modernisation et le renouvellement des flottes de pêche depuis très longtemps. Et on n'aurait jamais évoqué la possibilité de pouvoir renouveler les flottes de pêche des RUP si le Parlement européen n'avait pas voté mon amendement en plénière du Parlement européen. Et si je n'avais pas mené la bataille auprès de la commission Juncker, c'est-à-dire il y a très longtemps déjà, depuis 2013, nous avons commencé ce combat. Il m'a fallu 5 ans pour obtenir du président Juncker la décision, annoncée à Cayenne lors de la conférence des RUP, mise en œuvre par le commissaire Vestager. Et lorsqu'en 2018, la Commission européenne décide d'accorder cette exception pour les RUP, elle pose évidemment un certain nombre de conditions acceptées par tout le monde, en disant il nous faut un certain nombre de données sur la ressource halieutique dans les zones concernées. Et il y a un manquement de l'État parce que les années se sont écoulées et la France n'a pas fourni les données à la Commission européenne. Et on voit bien que ces défaillances se paient de manière très chère parce que tout le travail que nous avons fait de conviction, tout ce travail extrêmement important, toute l'espérance levée, surtout auprès des pêcheurs, pour avoir le développement de leur filière, eh bien, tout retombe aujourd'hui. Mais si tout retombe, c'est que l'État n'a pas fait ce qu'il convenait de faire. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que le ministre de la Pêche, lorsqu'il se rend en Guyane, il n'évoque pas cette question. Il laisse croire, peut-être. Et toutes celles et tous ceux qui ont rencontré les élus des Outre-mer et qui n'ont pas cessé de tempêter sur cette possibilité, ils étaient au courant. Ils étaient au courant tout simplement parce que la Commission avait informé la France depuis le 30 mars ou le 31 mars. Pourquoi cette dissimulation? Et pourquoi ne pas avoir essayé, en responsabilité avec les acteurs de la filière, avec les élus, voir comment on peut aujourd'hui construire sur cette faillite de la France et comment pouvoir repartir au combat avec les députés européens, comment pouvoir envisager d'autres solutions. Donc, nous n'avons pas évidemment attendu, parce que les autres sont dans l'omission et essaient de se dépêtrer d'une situation qu'ils ont créée. Et nous avons commencé à travailler avec la Commission européenne sur une solution alternative, mais qui sera très, très en deçà de ce qui aurait dû être obtenu par les pêcheurs.
Mais je dis qu'il n'est pas trop tard et rien n'empêche à la France de se mettre au travail, enfin, et de fournir à la Commission européenne des données. Nous sommes un peu des experts des institutions européennes et de la Commission européenne. Il est très mal avisé de considérer qu'on peut déroger comme ça aux règles européennes quand elles ont été acceptées. Le prix ensuite est payé, et il est payé aujourd'hui par les pêcheurs. Très bien. Éventuellement, on peut parler peut-être d'autres sujets d'actualité. Je pense par exemple au pacte des îles, par exemple. Non, pardon, excusez-moi. Non, sur d'autres sujets d'actualité éventuellement que vous voudriez évoquer. On peut parler des îles en général, effectivement, à la région Réunion. Je disais, nous sommes des îles, mais nous ne sommes pas petits. Nous ne sommes pas des petites îles. Ça, c'est une vision des siècles passés. Nous sommes des îles, nous sommes immenses. Nous sommes forts de l'immensité de l'océan qui ouvre nos pays, nos îles, sur un monde de possibilités. Et cette nouvelle frontière pour le développement est tout à fait considérable. Donc nous devons, je crois que c'est très important, changer le regard sur nous-mêmes. Trop souvent on considère, voilà, on est petit, on est des petites îles, pauvres, misérables, etc. Non, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes beaucoup plus forts, en réalité, beaucoup plus immenses que les pays enclavés de l'Europe centrale. Vous prenez la Polynésie, mais c'est des mondes autour des terres. Pareil dans l'Atlantique ou dans l'océan Indien. Donc ce regard, nous devons le changer. Et l'Union européenne elle-même doit regarder ces îles différemment. Parce que vous avez aujourd'hui des stratégies impériales portées par un certain nombre de puissances qui font qu'elles essaient de dominer les espaces autour des îles. Chaque île, depuis la Convention de Montego Bay, ouvre sur un domaine maritime, aujourd'hui sur des grands fonds océaniques. Les îles, évidemment, permettent le contrôle d'un certain nombre de routes également commerciales. Bref, elles ont une importance géoéconomique, géostratégique qui est considérable. Et nous devons avoir conscience de notre force, y compris dans notre relation avec nos gouvernements respectifs. Parce que quand je dis nos gouvernements respectifs, l'Union européenne est un archipel qui s'ignore. Il n'y a pas que les îles françaises. Vous avez aussi des îles italiennes, vous avez des îles croates, vous avez des îles portugaises, vous avez des îles au nord également, vous avez les îles grecques qui sont très nombreuses. Donc il y a toute une stratégie, toute une ambition, toute une vision insulaire qui doit être aujourd'hui consolidée, en fait qui doit l'être. Et nous essayons de poser ici et là quelques jalons, parce que lorsque vous exercez une responsabilité politique, bien sûr, vous êtes appelé par l'ordre du jour des travaux, donc il faut faire face aux urgences, mais vous devez aussi essayer de frayer quelques chemins qui seront ensuite pris par d'autres. Donc ce chemin, j'espère le pourrir. Pour terminer, monsieur le député, quels sont les sujets que vous allez traiter prochainement? Quels sont les dossiers que vous allez traiter? Nous avons des dossiers extrêmement importants cet après-midi. Après cette interview, nous avons une rencontre avec la procureure générale du parquet européen, Codruta Kövesi, qui est une Roumaine, et nous allons parler avec elle de la corruption. La corruption est un fléau. C'est un fléau dans toute l'Europe. C'est un fléau pas seulement dans les pays désignés connus, mais c'est un fléau dans tous les pays de l'Union européenne, et parfois même y compris dans nos îles. Donc c'est là un sujet extrêmement important. Je pense que les citoyens sont très très attentifs à cela, très désireux que le combat mené contre la corruption soit le plus exigeant possible. En tout cas, ma volonté
Et en tout cas, c'est ce que je vais lui dire, elle a le plein soutien de la commission régie pour qu'il y ait zéro corruption sur les fonds structurels européens, parce que dans le même temps, les peuples font face à des difficultés qui sont considérables. Augmentation des aliments partout, l'inflation est galopante, les gens ont des difficultés, encore plus dans nos régions. Vous avez beaucoup de problèmes de conditions de vie dans nos régions. Et le problème, c'est qu'on parle toujours de milliards d'euros, de l'Europe, etc. Mais parfois, les gens, quand on les rencontre, ils disent « mais cet argent, il va où ?» Parce que pendant ce temps, moi, j'ai des coupures d'eau, je ne peux pas payer mes factures de gaz et d'électricité, et je suis obligé de compter pour mon caddie. Donc, il faut pouvoir apporter des réponses très concrètes, et puis, oui, lutter contre la corruption. Donc, apporter des réponses très concrètes, c'est les sujets d'actualité. Nous avons mis sur la table une proposition pour aider les familles les plus vulnérables qui font face à l'augmentation des prix, en particulier de l'énergie. Nous avons mis en place des aides pour les très petites entreprises. Les gens ne savent pas toujours que cela vient du Parlement européen ou vient de l'Europe, parce que dans les États membres, ensuite, c'est le ministre qui récupère tout le travail qui a été fait. L'essentiel, c'est que les aides arrivent au plus près des gens. Et que ce ne soient pas toujours les gros, les mêmes qui soient servis. Nous faisons aussi extrêmement attention à cela. Et il s'agit de changer les choses pour que les fonds européens puissent aussi bénéficier aux plus petits porteurs de projets. Donc il y a des problèmes, par exemple pour les avances. Les gens n'ont pas de trésorerie, ils ne peuvent pas faire l'avance, y compris pour nos pêcheurs, nos agriculteurs, mais globalement pour les citoyens. Mais ça oblige à des changements de règles. Un législateur, il est là pour ça, c'est pour changer les règles. Donc nous travaillons sur le futur de notre politique, et nous avons bien l'intention, et j'ai bien l'intention, en ma qualité de président de la commission régie, de changer un certain nombre de règles pour que les fonds européens soient répartis plus justement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Très bien, monsieur le député européen, merci beaucoup.